Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, deuxième tuto pour apprendre 9e âge. On va, avant de commencer le jeu en lui-même, regarder les classifications des figurines parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille comme vous pouvez voir à l'image et donc elles sont classées en plusieurs catégories. Donc au premier plan, donc vous voyez les figurines vertes. Donc ça c'est de l'infanterie standard, de taille standard, puisqu'en fait il y a des catégories principales et des sous-catégories, donc on va voir tout ça. Donc ici vous avez de l'infanterie de taille standard. Ici vous avez des bêtes de taille standard. Ensuite ici vous avez de la cavalerie de taille standard. Et enfin ici un assemblage. Dans cette catégorie d'infanterie de taille standard, nous avons une autre catégorie qui est l'infanterie de grande taille, que vous pouvez voir donc ici. Et une catégorie encore au-dessus, donc on ne le voit pas entièrement, c'est l'infanterie gigantesque. Ensuite, ici, nous avons dit que nous avions des bêtes de taille standard. Ici, nous avons des bêtes de grande taille, donc type grande. Et encore au-dessus, des bêtes gigantesques. Pour la cavalerie, donc on a juste la taille standard et la taille grande. Il n'y a pas de taille gigantesque. Et pour les chars, eh bien, il n'y a qu'une taille, il me semble. Toutes ces catégories en fait régissent avec des règles. Donc il faut savoir que l'infanterie de taille standard n'a aucune règle supplémentaire. Par contre, l'infanterie de taille grande, donc la taille grande, gagne la règle piétinement. Donc étant donné, vous voyez la différence de taille, quand on est au combat, l'infanterie de grande taille peut donc piétiner l'infanterie de petite taille, enfin de taille standard. Donc ça lui donne une attaque en plus, donc on verra ça en phase de corps à corps, réellement ce que c'est. L'infanterie de taille gigantesque gagne plusieurs bonus au niveau des attaques. Donc elle gagne la règle peur, donc on verra sur les règles spéciales, donc ça c'est pareil, on verra tout le moment venu. Là on va faire les grandes lignes en fait, ce que apportent en fait les catégories des figurines. Donc elle gagne la règle massif, peur, piétinement indécise, donc qui est une règle supplémentaire au piétinement, parce que l'infanterie de taille grande donne un seul piétinement, hormis s'il y a des règles spéciales dans les livres d'armée, mais en termes généraux, elle ne piétine qu'une seule fois. Contrairement à l'infanterie gigantesque qui piétine donc de 1d6. Donc vous jetez un d6 et il piétine du nombre du d6. Il gagne la présence imposante, donc qui, pareil, donne une règle en plus, et la règle terreur. Donc ça, c'est pareil, toutes ces règles-là, on les verra en psychologie une fois qu'on sera venu à cette étape. Les types bêtes de taille standard, l'infanterie ne donnait aucun bonus. Quand on passe à la catégorie bête, on gagne course rapide. Donc ça c'est pour montrer que les figurines vont beaucoup plus vite. On le verra à la prochaine vidéo, donc qui normalement sera toutes les phases de mouvement. Donc elle gagne course rapide. Ça veut dire que quand on va mener une charge, elle pourra y parvenir plus facilement qu'une infanterie de taille standard. Les bêtes de grande taille, en fait, vont cumuler, tout comme l'infanterie ici et la grande infanterie, elle va gagner en fait les bonus. L'infanterie de taille standard n'avait aucun bonus. L'infanterie de grande taille a gagné le bonus qui est donné de la taille grande. Tout ça pour en venir
au fait que l'infanterie, les bêtes de taille standard, pardon, ont de base la course rapide. Quand on passe un cran au-dessus avec les bêtes de grande taille, on va conserver la course rapide et en plus on aura ce qui est donné par le type grand, le piétinement. Et encore au-dessus, quand on passe au gigantesque, c'est pareil que le géant que vous voyez ici, où il avait la règle massif, peur, piétinement indécis, présence imposante, terreur. Mais en plus, on va cumuler la catégorie des bêtes, donc le fait qu'elle est course rapide. Pour la catégorie cavalerie, donc elle a de base course rapide, ne peut être piétinée, donc ça c'est ce qui est donné avec les types de grande taille où elles ont droit à un piétinement. Le fait d'être cavalerie, en fait cette règle annule le piétinement des figurines de grande taille ou de taille gigantesque. Donc elles ont course rapide, ne peut être piétinée et une tête au-dessus. Donc ça on le verra pour les lignes de vue, enfin le reste des lignes de vue, puisqu'on a vu qu'une toute petite partie des lignes de vue, et notamment pour la phase de tir. Donc c'est pareil, c'est une règle qu'on verra un peu plus tard. On va faire le même raisonnement pour la cavalerie de taille grande. Donc elle gagne les règles qui sont offertes par la cavalerie. Donc course rapide ne peut être piétinée et une tête au-dessus. Et étant donné qu'elles sont grandes, et bien, tout comme ses homologues en bête et en infanterie, elle va gagner le piétinement. Et enfin, pour l'assemblage, donc il ne peut pas utiliser les attaques de piétinement s'il en a. Il ne pourra pas les utiliser. Et c'est tout ce qu'il a comme règle. Donc il doit bien avoir, je pense, une taille standard ou une taille grande, une taille gigantesque. Malheureusement, j'en ai pas. Donc c'est pareil, il va cumuler des attaques s'il a une taille gigantesque, donc il gagnera le massif, la peur, présence imposante et terreur. Sauf que je ne pense pas qu'il y ait de taille gigantesque, du moins pas à mon souvenir, donc je m'en excuse s'il en existe, mais j'en ai pas en tête. Et s'il y a une taille grande, donc le fait qu'il ait le piétinement, ben, il perd cette règle due à l'assemblage. Donc ça, c'est pour les règles de figurines. Deuxième point qu'on va voir maintenant, c'est en fait la formation des unités. Maintenant qu'on a créé notre liste d'armées, donc ça sera fait chez vous. Il faut mettre en avant toutes ces figurines, mais on ne peut pas les placer n'importe comment. Nous appelons ça des unités et il faut qu'il y ait une certaine formation. Donc nous avons deux exemples ici, puisqu'on va voir une situation en jeu sur mes 8 vétérans mercenaires. Je peux les placer de la façon dont je veux. Donc là j'en ai pris 8, j'en ai mis 4 sur 2 rangs. Je pourrais très bien les placer aussi, en mettre 3 devant, 3 derrière et 2 au dernier rang. Je peux aussi en mettre en colonne de 8. Je peux en mettre en colonne de 4. Je ne suis pas limité sur la formation que j'ai. Toutefois, je ne peux pas faire n'importe quoi non plus. Je ne peux pas en mettre 4 devant, 2 derrière et encore 2 derrière. Je suis quand même limité. Donc je peux en mettre autant que je veux devant. Par contre, je suis obligé de compléter les rangs derrière jusqu'à arriver au même nombre de figurines qu'il y a devant.
ici, si j'ai un front de 3, je vais être obligé de compléter jusqu'à arriver à 3. Je ne peux pas en mettre 3 devant, 4 derrière et encore un autre derrière. Une fois que j'ai complété mon rang, ici j'en ai 5, j'en remets 6, j'ai complété mon rang, je complète derrière. Voilà. Donc ça c'est la formation qui est légale. Ensuite, on va parler de rectangle limite. Donc vous allez voir, c'est assez différent en jeu où c'est des règles qui peuvent passer à côté. Alors, le rectangle limite, donc ici, vous avez un pavé de 5, 10, 15, 20, 25, 30 lanciers. Mon rectangle limite, c'est la place qu'il va prendre avec tous les rangs complets, même fictivement. Donc ici, j'ai mes 30 figurines, elles sont en 5 par 6. Mon rectangle limite, c'est toute la place qu'ils occupent. Pour mes ogres, c'est un petit peu plus différent, car vous voyez, ils sont 8, 3 devant, 3 au second rang, 2 derrière. Mon rectangle limite ne se cantonne pas aux figurines qui sont représentées, mais c'est comme s'il y en avait une 9e ici, en termes de ligne de vue. Donc en fait, pour la mettre en situation, dans le cas où je voudrais que mes lanciers chargent ou tirent dessus, il faut regarder la ligne de vue. Donc la ligne de vue, je prends mon laser. On pourrait croire qu'il ne les voit pas, puisqu'il n'y a pas de figurines qui sont dessus. On va essayer de mettre la caméra un peu différemment pour vous montrer. Si j'y arrive, je crois que je vais devoir tourner les figurines. Je suis désolé de ce petit contretemps. Tac. Voilà. Donc ici, on pourrait croire avec le laser que je ne vois pas les figurines. Mais étant donné qu'on doit prendre en compte le rectangle limite, c'est comme si en fait celle-ci était là. On pourrait très bien faire comme ça. Et là, vous pouvez voir que je vois très très bien l'unité. Donc si je voulais l'engager au combat, je pourrais. Dernier point qu'on va voir avec la formation des unités, ce sont les règles de rang complet et d'attaque de soutien. Donc les rangs complets sont définis par le type de taille de figurine, donc standard, grande et gigantesque. Donc pour avoir un rang complet, ce qui va donner des bonus quand on sera au combat, donc ça on le verra en phase de combat, il faut savoir que l'infanterie de taille standard, ainsi que les bêtes standards, les cavaleries standards, enfin toutes les tailles standards, il faudra 5 figurines devant pour obtenir un bonus de rang complet. Donc on verra au moment de la phase de corps à corps. Si vous en mettez 4, vous aurez beau avoir énormément de rangs derrière, ça ne comptera pas étant donné que vous n'êtes pas 5. Hop, je fais une connerie. Voilà. Donc ça, au combat, ça ne vous apportera rien de bon. Vous gagnerez un petit peu en mouvement ou pouvoir passer à des endroits un peu plus étroits si vous êtes 4. Mais si vous êtes en combat, ça ne vous servira absolument à rien en termes de bonus. Donc la limite, pour obtenir des bonus, c'est minimum 5 pour les tailles standards.
Et vous pouvez monter 6, 7, 8. Au bout de 8, vous aurez un autre bonus, mais vous en perdrez un. On le verra, ça, pareil, pendant la phase de combat. Pour les figurines de grande taille, donc pas les gigantesques, mais les grandes, le rang complet commence à partir de 3. Donc c'est pareil, vous pouvez aller au-delà, 4, 5, 6. Vous pouvez mettre moins de figurines, mais par contre c'est pareil, comme l'infanterie, où le minimum est 5 pour avoir des bonus. Ici, pour l'infanterie pour les types grande taille, c'est 3. Et enfin, pour les gigantesques, c'est une seule figurine. Une seule figurine suffit. Après, je ne crois pas qu'il y ait des unités de taille gigantesque. Ça, c'est pareil de mémoire, il ne me semble pas qu'il y en ait. Donc, à voir. Mais le rang complet donc, commence à 1. Ensuite, nous avons ce qui est appelé les attaques de soutien. Donc ça c'est pareil, ça se verra au corps à corps, mais on peut vite fait en voir les grandes lignes. C'est que les attaques de soutien, donc c'est quand on est au corps à corps, nous avons le premier rang qui tape à plein potentiel. Donc s'ils ont 2 attaques chacun, si je suis en front de 5, j'aurai déjà 10 attaques devant. Et l'attaque de soutien, ce sont les attaques qui viennent des rangs de derrière. Donc il y a pareil plusieurs règles qui en régissent, mais pour l'instant nous allons voir donc les tailles standards. Les tailles standards, même si on a 2 attaques dans le profil attaque, qu'on a vu donc, lors de la vidéo précédente, l'infanterie ne peut porter qu'une seule attaque de soutien. Hormis règle spéciale qui est donnée dans certains livres comme les élus des guerriers des dieux sombres, ils ont le droit à 3 attaques de soutien, je crois, alors qu'ils sont de type standard. Donc, s'il n'y a rien de précisé, vous avez beau avoir 2 attaques dans votre profil, les figurines qui sont juste derrière, donc juste le second rang, peuvent porter des attaques de soutien, mais ils sont cantonnés à une seule attaque de soutien. Pour les types grandes, donc vous tapez pareil à plein potentiel devant. Donc les mercenaires ont 4 ou 5 attaques, ça dépend comment on les équipe. Donc déjà si vous êtes en rang de 3, vous avez 5, 10, 15 attaques. Et le soutien, donc juste le rang derrière, a 3 attaques de soutien, même s'ils en ont 4. Par contre, s'ils en ont moins, s'ils ont que 2 attaques sur leur profil, vous ne pouvez pas porter 3 attaques de soutien. C'est un maximum de 3. Donc c'est pareil, s'ils en ont 4 de base, ils pourront en porter que 3. Donc ici, 5, 10, 15, plus 3, 6, 9. Voilà. On passe à 24 attaques. Pour les tailles gigantesques, l'attaque de soutien passe à 5. Donc le profil le rang de devant va attaquer avec ses nombreuses attaques suivant le profil qui est donné. Mais s'il y a une figurine de taille gigantesque derrière, elle va pouvoir porter 5 attaques de soutien maximum. Donc si elle en a plus, elle en perd. Si elle en a moins, elle attaquera avec les attaques qu'elle a, elle ne va pas en générer plus. Maintenant qu'on a défini en fait les types de figurines, lorsque vous avez mis en place votre table, vous avez mis des décors. Alors des décors, il en existe 6 types et vous allez avoir des bonus ou des malus suivant ce que vos figurines font dedans. Donc vous allez tout de suite comprendre. On va commencer par la ruine, donc vous avez ici. Donc la ruine, vous pouvez la traverser, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Elle va vous donner comment dire,
Alors, si vous voulez charger lors de votre phase de charge, qu'on verra donc à la prochaine vidéo, il faut savoir que les figurines qui vont les traverser lorsqu'elles vont attaquer une autre unité, vous allez avoir des malus. Donc, ces malus sont régis par des tests de terrain dangereux. Ça veut dire que lorsque vous chargez, vous pouvez potentiellement avoir des figurines qui vont mourir. Alors, pour l'infanterie de taille standard, vous allez jeter un nombre de D6 équivalent au nombre de figurines qui vont traverser la ruine. Et à chaque fois que vous allez faire des 1, vous allez avoir une figurine qui va mourir. Donc il faudra la retirer comme perte. Pour les figurines qui sont de taille infanterie de type grande, vous allez jeter 2d6 par figurine qui va traverser la ruine. Et sur un 1, c'est pareil, elle va perdre des points de vie jusqu'à arriver à 0. Si vous avez une figurine qui traverse les ruines, vous jetez 2 dés, vous faites 2 as, la figurine sera morte. Si vous avez 8 figurines et il y en a 7 qui ont 3 points de vie et une qui en a 2, vous jetez donc les 16 dés, puisqu'il y en a 2 par figurine. Si vous faites un as, et bien, il y a la figurine qui a les 2 PV va lui en rester 1. Si vous avez si vous jetez, vous faites 3 as, vous allez avoir une figurine qui va mourir puisqu'il lui restait 2 PV et il y en a une qui va prendre un shoot, donc il va lui rester 2 PV. Il faut savoir que lorsque vous lorsque vous avez des figurines à plusieurs points de vie qui perdent des points de vie, il faudra retirer une figurine dès que c'est possible. Donc vous ne pouvez pas avoir des figurines à 3 points de vie et puis vous faites perdre un point de vie sur chacune des figurines. Si vous avez perdu, en fait il faut voir que c'est un pool de PV. Donc on va voir l'exemple sur les mercenaires qui ont 3 points de vie chacun. Donc il faut savoir que si en tout j'ai 8 ogres avec 3 PV chacun, donc 8 x 3, 24. Donc c'est mon sac de points de vie. Si je me prends des tirs et que je me prends 4 PV, donc je vais prendre 1, 2, 3, elle sera morte, et 1 PV sur la prochaine. Je ne peux pas faire celle-ci prend un PV, celle-là prend un, celle-là prend un, celle-là prend un. Ça ne marche pas comme ça. Je suis obligé de retirer dès que c'est possible une figurine. Donc on va revenir au test de terrain dangereux qui sur les types grande infanterie, donc c'est à chaque as avec le nombre de dés que je vais lancer, je perdrai un point de vie par as. Pour les types gigantesques, donc style un géant, s'il fait un grand mouvement donc dans la ruine, s'il charge une unité, il va jeter 3 dés et sur chaque as, il va perdre un point de vie. Pour les chars, donc le char, nous avons la notion de plus 1. Donc si c'est standard et char, donc standard c'est 1 dé, le char plus 1, donc on jettera 2 dés. Et sur comment ça s'appelle non, je vous dis une bêtise. Effectivement, je vous dis une bêtise, donc le char rajoute plus 1. Donc si c'est un char standard, vous jetterez standard 1 dé et le char plus 1. Donc ça sera 2 dés et sur un 1 et un 2, s'il est de type assemblage, donc ça c'est marqué sur leur profil, sur un 1 et un 2, il perdra un point de vie. S'il est de type grand, donc grand c'est 2 dés, 6, le char plus 1, donc ça sera 3 dés 6,
Et si pareil, il est de type assemblage sur un 1 et un 2, il perdra un point de vie. Pour les bêtes, donc on était en infanterie plus les chars, quand on est de type bête, c'est pareil, c'est sur un 1 si on est de taille standard. Si on est de taille grande, on jette 2 dés, ça sera sur un 1. Si on est une bête gigantesque, on jettera 3 dés et sur un 1, on perdra un point de vie. Ensuite, on passe à la catégorie cavalerie. La cavalerie, donc si on est de taille standard, on jettera un dé et sur un 1 et un 2, on perdra un point de vie. Si on est de type grand, on jettera 2 dés sur un 1 et un 2, on perdra un point de vie. Donc voilà pour les tests de terrain dangereux pour les ruines. Maintenant, il peut avoir, on va dire, une figurine qui soit dedans pour soit protéger un objectif ou quelque chose. Donc il y a la notion de couvert, donc elle sera plus dure à toucher si on veut tirer dessus. Alors, la figurine, quand elle est dans la ruine et qu'elle veut tirer sur quelque chose, elle n'est pas bloquée par la ruine en elle-même. Par contre, c'est la figurine qui veut tirer dessus. Là, la figurine dans la ruine est plus ou moins protégée. Donc la ruine donne un couvert, c'est ce qu'on dit, elle donne un couvert quand on est à l'intérieur. Donc elle donne un couvert lourd. Le couvert lourd, donc ça on le verra pendant la phase de tir, puisque c'est régi par la phase de tir. On a un malus quand une figurine est à couvert pour lui tirer dessus. Donc la figurine qui est dans la ruine gagne un couvert lourd, sauf si elle a présence imposante. Donc si mon géant que vous voyez derrière était dans la ruine, si quelqu'un veut lui tirer dessus, la figurine est trop grande et donc elle ne bénéficie pas du couvert. Alors, le carré d'herbe que vous avez devant, c'est donc un champ, donc c'est le deuxième décor. Celui-là est un peu plus facile que la ruine en termes de règles, puisque en fait, si une unité traverse le champ, il n'y a aucune règle, enfin aucune pénalité là-dedans, vous pouvez faire ce que vous voulez. En termes de ligne de vue, donc le dernier point qu'on a vu sur la ruine, une figurine qui est dedans, donc c'est pareil, si elle veut tirer sur une unité qui serait en dehors du champ, elle n'est pas gênée par le champ lui-même. Par contre, à contrario, si une unité qui est en dehors du champ veut tirer donc, sur mon ogre qui est à l'intérieur, mon ogre a ce qu'on appelle le couvert léger. Donc, contrairement à la ruine qui donnait un couvert lourd, donc c'était plus dur de le toucher, le champ lui donne simplement un couvert léger. Donc c'est une protection un peu moindre que la ruine, mais c'est une protection quand même. Et également, si mon géant est dedans, étant donné qu'il a la présence imposante, le champ ne lui procure aucune protection là-dessus. Troisième décor, donc celui qui est derrière le champ, c'est la colline. Donc la colline, c'est pareil. Quand on veut charger, ici, il n'y a aucun souci. On a même des bonus quand on est sur la colline. Pas quand on est derrière, pas quand on le traverse, pas quand on est devant. Voilà. Donc quand on est dessus et qu'on a une empreinte au sol qui est supérieure à la moitié de la colline, donc là si j'avais mon unité de 8, qu'il y en avait juste 2 qui n'étaient pas sur la colline, mais que les 6 autres le sont, je gagne le bonus du fait si on charge une unité qui serait devant, ici, si jamais je rate ma charge, j'aurai le droit de la relancer. Donc c'est un bonus qui est donné, c'est qu'on peut relancer les charges quand on est en majorité sur la colline. Donc l'unité, c'est la majorité de ces figurines qui est sur la colline, on a le droit de relancer les charges. En termes de couvert, donc si j'ai une figurine qui est dessus, elle peut voir tout ce qui se passe derrière pour les... En fait, on dit qu'elle est surélevée.
Et donc les figurines qui se trouvent devant elle et derrière, donc on va prendre un exemple concret puisque là c'est un petit peu dur à expliquer à vive voix, donc je pense qu'il va falloir euh, expliquer avec un schéma. Donc ici nous avons donc un ogre qui se trouve devant l'elfe. L'elfe est de petite taille, donc normalement si mon ogre qui est ici n'était pas sur une colline et était devant, il ne pourrait pas voir l'elfe qui se trouve derrière son pote. La colline donne une position surélevée, donc au lieu que l'elfe soit caché par l'ogre, étant donné qu'elle a la position surélevée, elle peut tirer directement sur l'elfe, car la colline lui donne ce bonus. Autre cas spécifique, pardon, c'est si mon elfe voulait tirer sur l'ogre, étant donné qu'il est partiellement sur la colline, il n'est pas entièrement, il n'est pas posé comme ça, il était posé comme ça, donc il n'est que partiellement derrière, étant donné que la colline se trouve en travers. L'ogre est protégé et gagne un couvert. Donc la figurine est visible, mais la colline le protège légèrement. Donc elle gagne un couvert léger dessus. Et enfin, dernier cas, c'est un peu alambiqué là-dessus. Donc si mon elfe voulait tirer sur l'ogre, on regarde en fait la proportionnalité en fait où l'elfe voit l'ogre. Donc là vous voyez, il l'aperçoit. Il n'est pas sur la colline, mais il bénéficie quand même du couvert qu'offre ce décor. Donc à la base, si l'ogre était ici, la colline est un décor qu'on dit occultant, donc ça veut dire qu'il bloque les lignes de vue, donc mon elfe ne verra pas plus loin que là. Donc sur la ligne de vue, hop, ici, et après il voit là, ici, mais en fait ça s'arrête dès qu'on touche le bord du décor, sa ligne de vue s'arrête. Par contre, s'il l'aperçoit ne serait-ce qu'un tout petit peu, donc moins de la moitié, donc là c'est une figurine seule, si c'était une unité, donc avec 3 figurines devant, il faudrait que l'elfe voit plus de la moitié de l'unité pour ignorer la colline. Donc là vous voyez, il voit moins de la moitié de l'unité, donc il se trouve à peu près ici. Là il voit moins de la moitié, donc l'unité d'ogre, si elle se fait tirer dessus par l'unité d'elfe, elle aurait alors un couvert dit lourd. Nous passons en 4e lieu sur la forêt. Donc la forêt, on recommence sur les tests de terrain dangereux. Donc jeter un nombre de dés par rapport à la taille de la figurine. Donc 1 dé pour la taille standard, 2 dés pour la taille grande, 3 dés pour gigantesque et char, donc c'est +1. Donc la forêt, pour les types d'infanterie et de bêtes, que ce soit standard, grande, gigantesque, nous n'avons pas de test de terrain dangereux à faire. Par contre, pour la cavalerie, donc il faut s'imaginer que les chevaux qui courent dans une forêt, c'est pas non plus le mieux. Donc si c'est standard, il y aura un test et sur un 1, eh ben, il y aura un mort, un point de vie. Si elle est de type grande, ben c'est 2 tests et sur un 1 elle est morte. Si c'est gigantesque, 3 tests. Après la cavalerie de type gigantesque, je ne suis pas sûr qu'elle existe. Mais ça, je ne connais pas encore tous les livres d'armée. Ensuite, en termes de couvert et d'effet sur la forêt, donc il faut savoir que les types qui volent aussi ont un test de terrain dangereux. Donc si j'ai un dragon ou un aigle ou autre chose qui puisse voler, j'ai un test de terrain dangereux.
Donc c'est pareil, sur un as, je perdrai un point de vie. Donc si j'ai un dragon qui est de type gigantesque, le gigantesque c'est 3D, je jette 3D et si je fais des as, eh bien, je perdrai un nombre de points de vie équivalent au nombre d'as que j'ai fait. Si c'est de type grande, eh bien, je jetterai 2D. Et donc au niveau des règles spéciales, donc la forêt, si j'ai une unité qui est dedans, qui est engagée au corps à corps, et que la majorité de l'unité est dans la forêt, je n'aurai pas la règle indomptable. Donc ça, on le verra pareil en psychologie, mais je perdrai cette règle. Donc en fait, c'est si j'ai plus de rang que l'ennemi, l'indomptable, on va dire que les figures, en termes de jeu, les figurines sont stoïques et j'aurai un test de discipline comme on a vu en première vidéo et je n'aurai pas de malus au résultat de combat. Donc ça c'est pareil, on le verra pendant la phase de combat. Du coup, donc l'infanterie, l'unité ne sera pas indomptable. Et l'infanterie avec type troupe légère est tenace. Donc tenace, c'est pareil, c'est un test de discipline qui n'a pas de modificateur. On peut perdre le combat de beaucoup, hein, 10-12. L'infanterie, les troupes légères seront tenaces. Donc sauf les présences imposantes, donc type géant, les dragons ou le vol. Donc, effectivement aussi le dragon ou les grands aigles, enfin tout ce qui peut être troupe légère perdra la ténacité donc si elle a la règle présence imposante ou vol. Donc je ne sais pas si c'est vraiment très très clair ce que je dis. Mais en fait, il y a plusieurs règles qui se cumulent et qui peuvent se contredire dans les règles. Enfin, il y a des exceptions. En termes de couvert, donc une unité qui est à l'intérieur de la forêt donc, gagne un couvert léger. Et si une unité qui tire se trouve dans la forêt, évidemment, elle n'a pas de malus là-dessus. Et enfin, le dernier point donc, pour la forêt, donc, on dit que c'est un décor couvrant. Donc il n'est pas occultant comme la colline, mais juste couvrant. C'est-à-dire que si nous avons une figurine, voilà, on ne les voit pas trop, voilà. Donc toujours mon elfe et mon ogre, il y a la forêt qui se trouve au milieu. Du coup, vous aurez un couvert, que ce soit l'elfe qui tire sur l'ogre ou l'ogre sur l'elfe, étant donné qu'il y a la forêt. C'est un décor couvrant. Donc nous aurons les malus donnés au couvert. Autre décor, le mur. Donc le mur, en termes de test de terrain dangereux, donc je rappelle le D6 le nombre de D6 par rapport à la taille de la figurine à lancer, et sur des As ou des 2, il peut y avoir des morts. Alors, pour le mur, l'infanterie, les bêtes et la cavalerie, ça leur fait strictement rien. Donc, on imagine que l'infanterie passe par-dessus et la cavalerie et les bêtes sautent par-dessus. Par contre, tout ce qui est char, on voit bien les bêtes sauter par-dessus. Par contre, on voit mal le char qui peut suivre ces montures. Du coup, donc il faudra prendre le nombre de dés qu'il faut pour le type du char. Donc s'il est standard, grand ou gigantesque, il faudra jeter un nombre de dés équivalent à sa taille. Donc un dé pour standard, c'est un char, donc on a plus 1, donc on jettera 2 dés. Pour le type grand, donc ça serait 2D plus 1 avec le char, et gigantesque 3D plus 1 avec le char. Et pour chaque 1 et 2, eh ben l'assemblage perdra un point de vie. En termes de règles particulières, donc c'est les unités ayant leur front en contact avec le mur. Donc concrètement, si j'ai mon ogre qui se trouve pile derrière le mur, et que j'ai une unité, on va prendre une vraie unité, hop là,
Donc si j'ai une unité qui vient au combat ici, donc qui va charger l'ogre, l'ogre sera protégé car on dit qu'il défend le muret. Et donc ça va lui donner la règle perturbant. Donc c'est -1 pour le toucher au corps à corps. Donc ce bonus est uniquement donné contre l'ennemi qui en charge. Au second round, il n'y a plus de charge, donc il sera plus perturbant. Donc il n'y aura plus le -1 pour le toucher quand on sera en phase de combat. En termes de couvert, donc si on lui tire dessus, le mur donne un couvert lourd, donc -2 pour être touché, sauf pour les présences imposantes qui ont sauf pour les rectangles limites avec présence imposante. Donc c'est pareil, si j'ai mon géant dessus, il a beau être derrière le mur et se coucher, les figurines qui veulent lui tirer dessus n'auront aucun mal à le toucher. Avant-dernier terrain, donc le terrain aquatique. Donc vous voyez, il est un petit peu poussiéreux. Alors, lui, les règles sont un peu plus faciles en termes de tests de terrain dangereux. Donc il y a uniquement les figurines à pied de taille standard qui vont faire des tests de terrain dangereux. Donc là, vous voyez mes lanciers. Si j'avais un ogre qui était dedans, ou même juste derrière, si mes lanciers voulaient le charger et qu'ils y arrivaient et que les 30 passaient dedans, donc je prendrai 30 dés et pour chaque as, j'aurai un mort. En termes de règles particulières, donc si j'étais au combat, hop, voilà, et ici, donc mon pavé de lancier perdrait donc la règle indomptable. Ça veut dire que si tous mes lanciers perdaient le combat, donc il faisait aucun point de vie et que mon mercenaire arrivait à dégager 6 lanciers, donc les lanciers perdraient le combat. Donc ça c'est pareil, on verra en phase de combat. Normalement j'aurais un test sans modificateur, c'est comme s'il m'avait pété aucune figurine et j'aurais un test de discipline à faire avec la discipline de mes lanciers. Étant donné que la majorité de l'unité se trouve dans un terrain aquatique, eh ben, je n'aurai pas ce bonus et donc je devrais faire le test de discipline avec tous les malus possibles. Donc si j'avais perdu 6 lanciers et lui rien, donc les lanciers perdraient de 6. Et donc j'aurai un test de discipline à faire avec leur discipline qui est de 8 de mémoire, moins 6, donc j'aurai un test de discipline à 2 à faire, donc extrêmement dangereux pour eux. En termes de couvert, le terrain aquatique ne procure aucun couvert. Par contre, autre règle spéciale, c'est que si j'avais des attaques enflammées, étant donné que c'est un terrain aquatique, eh ben on voit mal le feu marcher là-dedans. Et du coup, cette règle s'annulerait. Et enfin, dernier terrain, donc vous voyez le vortex, donc c'est un terrain dit infranchissable, tout comme les maisons. Donc voilà, là j'ai mis un vortex, j'aurais très bien pu mettre une maison. En termes de règles, c'est exactement pareil. Le terrain infranchissable, c'est qu'aucune figurine, quelle qu'il soit, ne peut y pénétrer ou le traverser. Hormis les figurines avec la règle vol, donc on imagine bien qu'elles volent par-dessus, par contre elles ne peuvent pas s'arrêter dessus. Donc là, mon ogre, il doit contourner le terrain infranchissable pour pouvoir passer. Il ne peut pas, même s'il a un mouvement de 6 et 12 en marche forcée, comme on a vu sur son profil, il ne pourrait pas traverser directement derrière. C'est vraiment un terrain infranchissable. En termes de terrain dangereux, étant donné qu'on ne peut pas le traverser, il n'y a aucun test de terrain dangereux. Et enfin, en termes de couvert, donc, le terrain infranchissable est un décor occultant. Donc si par malheur mon ogre est ici, enfin par malheur, ou alors je le voulais parce que j'avais pas envie qu'on me tire dessus,
Sa ligne de vue donc s'arrêterait normalement, enfin elle est de là à ici. Donc sa ligne de vue s'arrêterait, elle ferait ça jusqu'au bord du terrain infranchissable, et pareil de l'autre côté, elle serait ici jusqu'au terrain infranchissable. Donc il ne verrait pas grand-chose. Par contre, si nous avons une unité qui est là, donc on regarde sa ligne de vue ici, tac, je les vois. Je peux tirer dessus étant donné que je les vois, mais étant donné qu'il y a le terrain infranchissable, j'aurai un couvert lourd pour ce qui est de la ligne de vue et du tir. Donc voilà pour cette partie de tuto. Je pensais faire le déploiement, le nombre de pauses, les déploiements spéciaux et tout ce qui va avec pour enfin commencer la partie. Sauf que j'ai pas envie que mes vidéos durent 50 ans. Et du coup, je vais me limiter juste donc au type de figurines, les types de décors, les formations des unités, enfin voilà, tout ce qui allait sur la préparation de partie, puisque donc une fois qu'on a posé les décors, qu'on a mis en formation nos unités, il ne faut pas les placer n'importe comment sur la table. Il y a des choix à faire, et donc si on met par exemple une unité de cavalerie devant une ruine et qu'au premier tour eh ben, on perd des points de vie, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc voilà, il était pas mal de connaître ces règles un peu avant, donc je sais que c'est des règles qui sont quand même assez lourdes, mais en fait on s'y habitue assez vite à force de pratiquer. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis ben, je ferai le prochain tuto assez rapidement. Pour l'instant je suis motivé, donc je vous remercie beaucoup du soutien que j'ai sur les vidéos, ça motive quand même pas mal. J'ai eu du mal à me lancer, mais maintenant avec votre soutien, bah, je suis lancé, donc j'espère que ça se fera assez vite, et j'espère finir les tutos 9e âge assez rapidement. Et puis pour une demande qui m'a été faite, j'avais pas terminé les tutos V8 de Battle V8, il me manquait les règles spéciales, donc je verrai quand j'aurai le temps, puisqu'il faut que je me replonge dedans, puisque ça fait pas mal de temps que je n'ai pas pratiqué la V8. Donc il faut que je regarde tout ça, le nombre de règles qu'il y a, et puis voilà. Allez, salut!